Cette nuit-là, quelque chose hurlait dans les ténèbres, et lorsque j'ai finalement trouvé l'origine de ce son, tout ce que je pensais comprendre des créatures vivant dans ces vallées reculées a volé en éclats. Ce qui avait commencé comme la saison hivernale la plus brutale de toute ma carrière dans la gestion de la faune est devenu une expérience sur laquelle j'ai encore du mal à mettre des mots, même après toutes ces années. Je travaillais comme biologiste de la faune depuis près de 16 ans lorsque j'ai accepté cette mission hivernale. L'État avait besoin de quelqu'un pour entretenir la station de recherche isolée pendant les mois les plus froids, surveiller les équipements météorologiques et tenir des registres sur l'activité animale dans la région. La station avait été installée des années auparavant pour étudier les schémas de migration des wapitis, mais des coupes budgétaires les empêchèrent de la pourvoir en personnel à plein temps. Il leur fallait un volontaire pour y passer l'hiver, quelqu'un capable de supporter des mois d'isolement et des conditions difficiles. La compensation était correcte, et honnêtement, j'avais besoin de m'éloigner de tout pendant un certain temps. La station de recherche était rudimentaire, mais fonctionnelle. Il y avait un bâtiment principal avec un poêle à bois qui servait de source de chauffage, un coin couchage exigu sur le côté et une petite cuisine équipée d'une cuisinière à gaz et d'une collection de conserves suffisante pour tenir tout l'hiver. L'agence avait installé un système de communication par satellite pour les urgences et il y avait aussi un vieux récepteur radio qui pouvait capter les bulletins météo lorsque les conditions atmosphériques le permettaient. L'endroit se trouvait en pleine région reculée, à près de 80 km de la première vraie ville, accessible uniquement par un chemin de terre accidenté qui devenait complètement impraticable dès l'arrivée des grosses chutes de neige. Ils envoyaient le ravitaillement par hélicoptère toutes les 4 à 6 semaines, à condition que la météo permette le vol. La solitude ne me dérangeait pas vraiment. Ma relation s'était mal terminée au printemps précédent et j'avais pris l'habitude de passer du temps seul. Le silence de ces vallées montagneuses était absolu et total. Pas de bruit de civilisation, pas de grondement de voitures sur des autoroutes lointaines, pas de voisins bruyants, pas de notifications incessantes sur mon téléphone. Juste le murmure du vent dans les branches des conifères, le ululement occasionnel d'une chouette chassant dans l'obscurité, le hurlement lointain d'une meute de coyotes communiquant par-delà les crêtes. Les premières semaines se sont déroulées sans encombre. Chaque matin, je m'emmitouflais et je faisais ma ronde, vérifiant les diverses stations de surveillance disséminées dans la zone de recherche, enregistrant des données, notant toute observation de la faune. Le reste de mon temps, je le passais à entretenir la cabane, à ramasser et fendre du bois de chauffage, à lire les quelques livres que les chercheurs précédents avaient laissés, et à préparer des repas simples avec mes provisions. Les soirées, je les passais assis près de la chaleur du poêle, à écouter la forêt s'installer progressivement dans son rythme hivernal. À la mi-décembre, la neige avait atteint près d'1,20 m dans les zones basses, avec des congères s'accumulant bien plus haut contre le moindre obstacle. Les températures chutaient régulièrement, passant sous la barre du zéro la plupart des nuits. J'avais connu de nombreux hivers rigoureux au cours de ma carrière, donc rien de tout cela n'était inattendu. J'avais fait des préparatifs minutieux et j'avais tout le nécessaire pour affronter ce que la météo me réserverait. L'importante dépression est arrivée quelques jours avant Noël. Le bulletin météo nous en avait averti près de 3 jours à l'avance, la décrivant comme un événement hivernal extrême, avec un refroidissement éolien potentiellement mortel et des conditions de blanc total possibles dans toute la région. J'ai passé ces journées de préparation à rentrer du bois de chauffage supplémentaire, à remplir d'eau tous les récipients disponibles au cas où les tuyaux gèleraient et à vérifier une nouvelle fois mes réserves de nourriture et mon équipement d'urgence. La tempête s'est déchaînée aux premières heures d'un mercredi matin. En 2 heures, le vent hurlait à travers les vallées et la neige tombait si drue et si lourdement que je pouvais à peine distinguer la lisière des arbres depuis les fenêtres de la cabane. La température a plongé à moins 25 degrés, puis moins 30. Les rafales de vent étaient assez puissantes pour faire trembler et grincer toute la structure de la cabane.
Je suis resté à l'intérieur, concentré sur le maintien d'un feu vif. Toutes les quelques heures, je jetais un œil par les fenêtres couvertes de givre, mais il n'y avait rien à observer si ce n'est un mur blanc infini. Le blizzard a continué avec cette intensité pendant 3 jours entiers. La neige s'est accumulée contre les murs de la cabane en congères massives, certaines atteignant des hauteurs de 2 mètres ou plus. Le monde n'était plus que vent hurlant et tourbillons blancs. Le 4e jour, le vent a enfin commencé à faiblir. La neige continuait de tomber, mais plus doucement maintenant, n'étant plus projetée à l'horizontale par la tempête. Je pouvais de nouveau distinguer les formes des arbres voisins, des silhouettes sombres, visibles à travers le rideau constant de flocons. La température restait dangereusement froide, oscillant autour de -20 degrés. Cette nuit-là, après que le pire de la tempête fut enfin passé, j'étais blotti près du poêle, absorbé par un vieux roman policier, quand j'ai entendu quelque chose provenant de l'extérieur. Ma première pensée fut qu'il s'agissait simplement de rafales de vent résiduelles, ou peut-être du bruit d'une branche surchargée se brisant finalement sous le poids de la neige accumulée. Mais le son est revenu, et ce n'était clairement ni l'un ni l'autre. C'était une sorte de hurlement, pas tout à fait humain, mais pas exactement comme un animal que je pouvais identifier non plus. Le ton était aigu et désespéré, émanant de quelque part dans la forêt gelée. Le son s'arrêtait 1 minute ou 2, puis reprenait. Chaque répétition semblait plus faible que la précédente. J'étais assis là, dans la faible lumière de la cabane, tendant l'oreille, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un coyote en détresse ou peut-être un cerf blessé poussant ses dernières plaintes contre le froid. Mais quelque chose dans ce son particulier me troublait profondément. Il y avait une qualité que je n'arrivais pas à classer, quelque chose qui me rappelait de manière inconfortable les gémissements d'un jeune enfant terrorisé. Les cris ont continué pendant peut-être 25 minutes, devenant de plus en plus faibles et sporadiques. Finalement, je n'ai plus pu me résoudre à les ignorer. Quelque chose, là dehors, dans cette obscurité glaciale, souffrait, peut-être même mourait. Et même si s'aventurer dans la forêt dans ces conditions était extrêmement dangereux, voire potentiellement suicidaire, je me suis trouvé incapable de rester simplement assis au chaud, à ne rien faire, pendant qu'une créature mourait à portée de voix. J'ai enfilé toutes les couches de vêtements grand froid que je possédais. J'ai attrapé la lampe de poche, la plus puissante de mon équipement, et j'ai poussé la porte de la cabane. Le froid m'a frappé comme une agression physique, un rappel immédiat et profond de la létalité de cet environnement. L'humidité de mon souffle s'est cristallisée presque instantanément, formant de la glace dans mes cheveux et sur mes cils. La neige s'était accumulée si profondément que le mouvement était incroyablement difficile. Les cris venaient approximativement du nord-est, en direction de la vieille forêt dense qui couvrait les pentes de la vallée. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers des congères qui m'arrivaient par endroits au-dessus de la taille en suivant ce son de détresse. La forêt autour de moi était anormalement silencieuse, à l'exception de ces hurlements désespérés. Plus de vent pour faire bruisser les branches. Pas de cris d'oiseaux de nuit, juste ce son terrible de quelque chose qui souffrait. J'avais dû péniblement avancer de peut-être 200 mètres dans la neige quand le faisceau de ma lampe de poche a balayé quelque chose d'inhabituel devant moi. Au début, mon esprit l'a enregistré comme un rocher sombre ou peut-être une section de tronc d'arbre tombé. Mais ensuite, ça a légèrement bougé et les cris se sont intensifiés. Je me suis approché, mon pouls martelant mes tempes. Ce que ma lampe de poche a révélé dans cette flaque de lumière blanche m'a complètement cloué. Sur place. C'était petit, de la taille d'un enfant humain de 5 ou 6 ans, entièrement couvert d'une épaisse fourrure sombre qui était devenue emmêlée et encroûtée de glace et de neige gelée. La créature était recroquevillée en boule, au pied d'un énorme pin ancien, secoué de violents tremblements. Même à travers la couche de neige accumulée, je pouvais dire que c'était quelque chose que je n'avais jamais rencontré de toutes mes années d'études de la faune. Le visage était partiellement humain dans ses traits, partiellement autre chose, quelque chose de plus primitif.
Les mains étaient surdimensionnées pour le corps, avec des doigts allongés qui s'agrippaient désespérément à la forme tremblante de la créature. Un jeune Bigfoot a levé vers moi d'énormes yeux sombres qui contenaient à la fois de la terreur et une étrange sorte d'espoir désespéré. Les cris ont cessé immédiatement. La créature s'est contentée de me fixer, soit trop épuisée, soit trop effrayée pour émettre le moindre son. J'ai tout de suite compris que ce jeune était en train de mourir. La fourrure était rigide à cause de la formation de glace. Les tremblements violents commençaient déjà à faiblir, un signe dangereux d'hypothermie sévère progressant vers ses derniers stades. Je suis resté là, enraciné dans la neige, pendant ce qui a semblé une éternité mais n'a probablement duré que quelques secondes, mon cerveau luttant pour concilier ce que mes yeux me montraient clairement. Chaque partie logique et rationnelle de mon esprit insistait sur le fait que c'était impossible. Le Bigfoot n'existait pas, mais j'avais étudié la faune pendant près de 2 décennies. Je savais ce que je voyais. Cette créature était bien trop grande pour être une espèce animale connue, et bien trop petite pour être un adulte de ce qu'elle était réellement. Le visage avait trop de traits humains. Les yeux qui me regardaient contenaient une intelligence trop évidente. La jeune créature a émis un faible gémissement, bien plus faible qu'auparavant. Ses yeux sombres ont commencé à se fermer. J'ai pris ma décision à cet instant. Quelle que soit cette créature, elle était en train de mourir juste devant moi. Je ne pouvais pas simplement rester là et regarder ça se produire. J'ai enlevé mon lourd manteau et je l'ai enroulé autour du petit corps tremblant. La créature n'a offert aucune résistance, trop affaiblie et gelée pour lutter contre quoi que ce soit. Le jeune Bigfoot était plus lourd que je ne l'imaginais, probablement entre 30 et 35 kilos, nettement plus qu'un enfant humain de taille comparable. J'ai rassemblé le paquet dans mes bras et j'ai entamé le trajet brutal du retour vers la cabane, luttant à chaque pas dans la neige profonde. La créature ne faisait plus aucun bruit. Je pouvais à peine détecter sa respiration. J'ai redoublé d'efforts, véritablement terrifié à l'idée que cette chose meure avant que je puisse la mettre au chaud et à l'abri. Le retour à la cabane en portant ce poids à travers la neige épaisse a été l'une des choses les plus physiquement exigeantes que j'ai jamais faites de ma vie. Le froid extrême, les congères profondes, le poids de la jeune créature, tout s'est combiné pour transformer une distance de 200 mètres en une épreuve atroce. Au moment où j'ai enfin ouvert la porte de la cabane d'un coup de pied et que j'ai trébuché à l'intérieur, mes bras brûlaient d'épuisement et je haletais pour chaque bouffée d'air. La chaleur de la cabane nous a immédiatement enveloppés tous les deux. J'ai déposé le petit Bigfoot sur le sol près du poêle, déroulant mon manteau de son corps. À la meilleure lumière de l'intérieur, j'ai eu mon premier vrai regard clair sur ce que j'avais découvert. Le jeune était clairement immature, probablement l'équivalent d'un bambin humain si je devais estimer en fonction des proportions et du développement. Le corps était bâti comme celui d'un petit enfant humain puissamment musclé, couvert de la tête aux pieds d'une épaisse fourrure brune aux reflets roux. Seul le visage, les paumes des mains et la plante des pieds étaient dépourvus de poils. Le visage était profondément troublant par la façon dont il combinait des traits humains et plus primitifs. Il y avait un nez aplati, une arcade sourcilière prononcée, des lèvres qui semblaient remarquablement humaines. Les yeux étaient maintenant fermés, la respiration superficielle et beaucoup trop rapide. De la glace était accrochée à la fourrure sur tout le corps. Ce jeune Bigfoot était en état d'hypothermie sévère et ne survivrait pas longtemps sans une intervention immédiate. J'ai attrapé toutes les serviettes que j'avais et j'ai commencé à frotter vigoureusement le petit corps, essayant de restaurer la circulation, de générer de la chaleur par friction. La créature est restée inconsciente pendant mes efforts, complètement insensible à la stimulation brutale. J'ai travaillé sur ce jeune Bigfoot pendant ce qui a dû être 2 heures ou plus, réchauffant lentement le petit corps, dégelant soigneusement la glace de la fourrure emmêlée, surveillant les signes de vie. À un moment donné, les tremblements violents ont recommencé.
ce que j'ai reconnu comme un bon signe. Cela signifiait que le corps retrouvait suffisamment de fonction pour essayer de se réchauffer. La respiration est progressivement devenue plus profonde et plus régulière. Quelque part, aux premières heures avant l'aube, ses yeux se sont ouverts. Ses énormes yeux sombres m'ont regardé avec confusion et peur, mais aussi avec autre chose en dessous, quelque chose qui aurait pu être la reconnaissance de l'aide reçue. Le jeune Bigfoot a émis un son doux, pas le hurlement désespéré d'avant, plutôt un murmure interrogateur. Puis les yeux se sont refermés et la créature a sombré dans ce qui semblait être un sommeil naturel plutôt qu'un effondrement inconscient. Je me suis assis contre le mur de la cabane, complètement épuisé, regardant cet être impossible dormir sur mon sol. Mon esprit n'arrêtait pas d'essayer de rejeter ce que je voyais, d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais il n'y avait pas d'explication rationnelle. J'avais un jeune Bigfoot dans ma station de recherche, vivant parce que j'étais sorti dans un blizzard mortel pour le ramener. Le jeune s'est réveillé vers midi. Ses yeux se sont ouverts et se sont immédiatement fixés sur moi avec une intensité presque déconcertante. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Le jeune Bigfoot était pressé contre le mur près du poêle, clairement effrayé, mais trop faible pour tenter une quelconque fuite ou défense. J'ai bougé lentement et délibérément, en gardant mon langage corporel aussi peu menaçant que possible. J'avais préparé un bol d'eau et je l'ai fait glisser sur le sol vers la créature sans trop m'approcher. Le jeune Bigfoot a regardé le bol s'approcher avec une méfiance évidente, puis m'a de nouveau regardé de ses yeux sombres et pénétrants. Finalement, la soif a vaincu la peur. La jeune créature a tendu la main avec précaution, a attrapé le bol avec ses grandes mains et a bu à grandes goulées. L'eau s'est répandue dans la fourrure autour de sa bouche, mais le jeune Bigfoot a continué à boire jusqu'à ce que le bol soit vide. Une fois terminé, la créature a posé le bol et m'a regardé à nouveau, l'expression un peu moins craintive maintenant. Au cours des jours suivants, une confiance très progressive a commencé à s'établir entre nous. Je lui ai offert de la nourriture en petite quantité, essayant divers articles de mes provisions pour voir ce que le jeune Bigfoot accepterait. Les fruits frais ont été accueillis avec enthousiasme, tout comme les noix et certains légumes. La viande était également mangée volontiers. Tout ce qui était fortement transformé ou artificiel était rejeté après un seul reniflement suspicieux. À la fin de la première semaine, le jeune avait retrouvé assez de force pour se déplacer dans la cabane. Je l'ai observé avec fascination explorer le petit espace, toucher les choses avec ses longs doigts, examiner les objets avec un intérêt évident. Le jeune Bigfoot était clairement intelligent, faisant preuve de capacité de résolution de problèmes qui allait bien au-delà du simple comportement animal. Lorsque j'ai accidentellement laissé ouvert un placard contenant des provisions, le jeune a compris en quelques minutes comment ouvrir les autres placards et a commencé à en inspecter systématiquement le contenu. La communication a commencé à se développer progressivement. Le jeune Bigfoot émettait une variété de sons, allant de vocalises graves et grondantes à des pépiments et clics aigus. J'ai commencé à reconnaître des schémas, certains sons qui semblaient exprimer la faim, d'autres qui pouvaient indiquer le contentement, la curiosité ou l'alarme. J'ai commencé à répondre à ces vocalisations, et le jeune a rapidement compris que j'essayais de communiquer en retour. J'ai décidé de l'appeler « le petit » dans mes pensées et mes paroles, ce qui semblait assez neutre. À la deuxième semaine, le jeune Bigfoot s'approchait parfois volontairement de moi, généralement quand il avait faim ou soif, mais parfois juste pour être près d'un autre être vivant. La première fois que le petit m'a touché intentionnellement, tendant la main pour sentir la texture de la manche de ma veste, a été une avancée significative. J'ai commencé à remarquer l'émergence d'une personnalité à mesure que le jeune Bigfoot se rétablissait et prenait confiance. Le petit était curieux de tout,
voulant constamment examiner de nouveaux objets, explorer de nouvelles zones, comprendre comment les choses fonctionnaient. Il y avait aussi de l'espièglerie, des moments où la jeune créature jetait des objets ou transformait des activités simples en jeu. Et il y avait de l'affection, timide au début, mais de plus en plus forte, manifestée par la proximité, des vocalisations douces et finalement un contact physique. L'un des développements les plus remarquables a été la rapidité d'apprentissage du jeune Bigfoot. J'avais commencé inconsciemment à nommer les objets en les utilisant, disant des choses comme « eau »,« feu » ou « nourriture » à voix haute, sans vraiment y penser. En quelques jours, le petit avait commencé à imiter certains de ces sons, des approximations grossières de mots humains produits par un appareil vocal non conçu pour la parole humaine. Le mot pour eau est devenu quelque chose comme Oda. Nourriture est devenu quelque chose comme nous. Mais le sens derrière les sons était clairement compris par nous deux. Environ 3 semaines après le début de notre cohabitation, quelque chose s'est produit qui a changé la dynamique de manière significative. Le petit avait été particulièrement calme ce jour-là, passant de longues périodes à regarder par les fenêtres vers la forêt. En fin d'après-midi, le jeune Bigfoot est soudainement devenu très agité, se précipitant vers la fenêtre et se pressant contre la vitre, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Quelque chose entre un cri et un appel, différent de toutes les vocalisations que j'avais observées jusqu'alors. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Mais le petit continuait à émettre ce son d'appel, de plus en plus désespéré, essayant clairement de communiquer avec quelque chose là-dehors. Puis j'ai entendu un appel en réponse depuis la forêt. Profond et résonnant, rien à voir avec les sons plus aigus que le petit produisait, mais clairement le même type de vocalisation. Un son d'adulte. Le petit est devenu absolument fou de joie, sautant, appelant et se pressant contre la porte. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Quelqu'un avait cherché ce jeune, quelqu'un qui avait finalement suivi sa piste jusqu'à cette cabane. Un parent. J'ai ouvert la porte, laissant l'air froid s'engouffrer, et le petit s'est précipité dehors sans hésitation. J'ai attrapé mon manteau et je l'ai suivi, regardant le jeune Bigfoot foncer dans la neige vers la lisière de la forêt avec une énergie que je ne lui avais jamais vue. De l'ombre entre les arbres, une silhouette massive a émergé. Mon souffle s'est coupé alors que je voyais pour la première fois un Bigfoot adulte dans toute sa splendeur. Celui-ci mesurait bien plus de 2,40 m, avec des épaules et des bras énormes qui descendaient au-delà de ses genoux. Sa fourrure était plus foncée que celle du petit, presque noire, avec juste des reflets bruns. Le visage était plus large, plus fortement structuré, avec des yeux qui contenaient une intelligence ancienne et qui m'ont évalué avec une intensité qui m'a donné l'impression d'être examiné jusqu'au plus profond de mon être. Le petit a atteint le grand Bigfoot et a été immédiatement enveloppé dans une étreinte. Les sons qu'ils ont émis ensemble sont indescriptibles, quelque chose entre les pleurs et le chant, une communication qui portait une émotion profonde, même si je ne pouvais pas en comprendre le sens précis. Le grand Bigfoot a serré le petit contre lui, vérifiant ses blessures, le sentant, le touchant, vérifiant clairement que le jeune était vivant et en bonne santé. Puis ses yeux sombres se sont tournés pour me regarder. Moi qui me tenais dans l'embrasure de la porte de ma cabane, et j'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air froid. Qu'allait faire cette créature maintenant? Le grand Bigfoot a posé le petit dans la neige et a commencé à marcher vers moi. Sa démarche était puissante et délibérée, couvrant le terrain à une vitesse quelque peu alarmante. Je me suis forcé à rester immobile, à ne pas me réfugier dans la cabane, bien que chaque instinct me hurlait de mettre une porte solide entre moi et cette créature qui approchait. Le Bigfoot adulte s'est arrêté à environ 3 mètres de moi. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés. Je pouvais voir maintenant que c'était clairement le père du petit, à en juger par quelque chose dans ses traits, une ressemblance familiale qui transcendait les barrières des espèces. Puis,
le père a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a tendu une main énorme et l'a posée à plat sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Le contact était ferme, mais pas menaçant, chaud malgré l'air froid, et il l'a maintenu là pendant plusieurs secondes. Puis il a retiré sa main et a émis un son profond et résonnant qui portait un sens indubitable même sans comprendre les mots. Gratitude, remerciement. Le petit est venu se tenir à côté de moi et a tiré sur ma main. Le jeune Bigfoot m'a regardé de ses yeux sombres que j'avais appris à si bien connaître au cours des dernières semaines et a émis des sons qui incluaient certains des mots que nous avions développés ensemble. Des sons qui semblaient vouloir dire « viens »,« famille » et « en sécurité ». J'ai compris qu'ils voulaient que j'aille avec eux. Une partie de moi a reculé devant cette idée, la peur de l'inconnu, la peur de ces créatures puissantes, la conscience de ma vulnérabilité dans leur environnement. Mais une plus grande partie était submergée par la curiosité et par autre chose, un sentiment de connexion qui rendait le refus impossible. Je me suis emmitouflé dans mes vêtements les plus chauds, j'ai sécurisé la cabane du mieux que je pouvais et j'ai suivi les deux Bigfoot dans la forêt. L'endroit où ils m'ont finalement amené était une sorte d'abri naturel, formé là où plusieurs énormes arbres tombés avaient créé un espace clos, recouvert de neige accumulée et de débris jusqu'à ce qu'il soit essentiellement invisible de loin. À l'intérieur, il faisait étonnamment chaud, protégé du vent et isolé par la couverture de neige. D'autres Bigfoot attendaient là. Il y avait 5 adultes au total, y compris le père, plus 3 autres jeunes qui étaient clairement plus âgés que mon petit. Le père a émis des sons qui étaient clairement des explications, me désignant le petit, racontant l'histoire dans leur propre langue. J'ai tout de suite su laquelle était la mère. Elle était légèrement plus petite que le père, mais toujours énormément plus grande que moi, avec une fourrure au ton plus roux et un visage qui avait les mêmes traits de base que le petit. Ses yeux se sont fixés sur les miens avec une intensité qui faisait paraître l'examen du père désinvolte en comparaison. C'était une mère qui avait perdu un enfant et le retrouvait maintenant, et j'étais l'étranger qui avait gardé cet enfant pendant tout ce temps. Elle s'est approchée de moi lentement, son regard ne vacillant jamais. Les autres adultes regardaient dans un silence tendu. Elle s'est arrêtée juste devant moi et est restée là un long moment. Ses yeux sombres, scrutant mon visage, lisant dans mon expression et ma posture des choses que je ne pouvais même pas commencer à cacher. Puis elle a tendu la main et a touché mon visage, sa paume parcheminée, étonnamment douce, contre ma joue froide. Elle a émis un son bas et émotif, et j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux sombres. Des larmes ou quelque chose de très similaire. Elle pleurait. Elle m'a attiré dans une étreinte si soudainement que je n'ai pas eu le temps de réagir. Ses bras m'ont entouré, énorme et puissant, mais incroyablement prudent, et elle m'a tenu contre sa poitrine tout en émettant des sons qui n'avaient pas besoin de traduction. Soulagement, gratitude, une libération émotionnelle écrasante. Je me suis retrouvé à pleurer aussi, toute la tension et l'étrangeté des dernières semaines trouvant leur apogée à ce moment-là. Quand elle m'a finalement relâché, quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont le groupe me considérait. Je n'étais plus un étranger, plus une menace potentielle. J'avais été accepté. Au cours des jours suivants, j'ai été traité comme un invité et un membre de la famille. Ils m'ont nourri, partageant leurs réserves de nourriture qui se composaient de viande séchée, de racines, de noix et de diverses matières végétales conservées. Ils m'ont fait de la place pour dormir dans l'abri chaud, entouré de corps massifs et poilus qui irradiaient de la chaleur. J'ai commencé à comprendre leur structure sociale pendant cette période. Le groupe était une cellule familiale élargie, dirigée par l'adulte le plus âgé, le grand-père du petit, comme j'ai fini par le comprendre. Leur intelligence était stupéfiante. C'étaient des êtres avec une culture, une tradition, une complexité émotionnelle qui rivalisait ou dépassait celle des humains.
Le printemps a commencé à arriver progressivement, les jours s'allongeant, les températures se modérant, la neige se retirant lentement. Mon temps à la station de recherche touchait à sa fin. Bientôt, la route d'accès serait de nouveau praticable et mon remplaçant arriverait pour prendre le relais des tâches de surveillance. Je devrais quitter cet endroit, quitter la forêt, quitter les êtres remarquables que j'avais appris à connaître. La veille de l'arrivée prévue de l'hélicoptère, toute la famille est venue à ma cabane. C'était extraordinaire de les voir tous ensemble à la lumière du jour, à la lisière de la clairière. Le grand-père s'est approché de moi, portant quelque chose dans ses mains anciennes et burinées. C'était une pierre, lisse et sombre, gravée de symboles que je ne reconnaissais pas. Le grand-père l'a placée dans ma paume et a refermé mes doigts dessus, émettant des sons que le petit a partiellement traduits. Souviens-toi, famille, reviens, sois prudent. La pierre était chaude du contact du grand-père, étonnamment lourde pour sa taille, clairement quelque chose d'une grande importance. Le départ du petit fut le dernier et le plus difficile. Le jeune Bigfoot s'est accroché à moi pendant un long moment, émettant de doux sons de détresse, ne voulant pas me lâcher. Je l'ai serré fort contre moi et lui ai chuchoté des promesses que j'espérais pouvoir tenir, que je reviendrais, que je n'oublierais pas, que le lien que nous avions formé ne serait pas brisé par la distance ou le temps. Quand je l'ai finalement remis dans les bras de sa mère, la jeune créature m'a regardé avec ses yeux sombres que j'en étais venu à aimer et a émis un son qui aurait pu être mon nom, ou du moins ce que son appareil vocal pouvait en produire de plus proche. Puis la famille s'est retournée comme un seul homme et est repartie dans la forêt, disparaissant entre les arbres comme des fantômes, comme s'ils n'avaient jamais été là. L'hélicoptère est arrivé le lendemain matin. Alors que nous chargions mon équipement, j'ai regardé une dernière fois vers la lisière de la forêt. Plusieurs grandes formes étaient visibles dans l'ombre entre les troncs, observant, s'assurant que je partais en toute sécurité. J'ai levé la main pour leur faire un signe. Une forme plus petite s'est légèrement avancée et a répondu à mon signe, le petit, me disant au revoir une dernière fois. Puis ils se sont fondus dans la forêt et ont disparu. Je portais la pierre gravée dans ma poche lorsque l'hélicoptère a décollé. J'ai dit à mon remplaçant que l'hiver avait été calme, juste moi et la forêt, rien d'extraordinaire à signaler. Ce que j'avais vécu était tellement en dehors de la réalité ordinaire que dire la vérité aurait semblé être de la folie ou une blague élaborée. Les années ont passé. J'ai poursuivi ma carrière en biologie de la faune, bien que ma perspective ait fondamentalement changé. Je comprenais maintenant qu'il y avait bien plus dans ces forêts que ce que quiconque reconnaissait officiellement. L'automne dernier, près de 12 ans après cet hiver transformateur, je travaillais sur un site à environ 50 km de la station de recherche d'origine. Par une fraîche matinée d'octobre, j'ai marché jusqu'à la clairière où j'avais pour la première fois rendu le petit à son père toutes ces années auparavant. L'endroit semblait inchangé par le temps. Je me tenais dans la clairière, me remémorant tout, quand j'ai entendu un son venant des arbres. Un appel grave et grondant que j'ai reconnu instantanément. De l'ombre sous les pins massifs, un Bigfoot a émergé dans la lumière grise de l'automne. Ce n'était plus un enfant, plus le petit que j'avais connu. C'était un jeune adulte, mesurant peut-être 2,10 mètres, puissamment bâti, couvert d'une riche fourrure brune, avec ses reflets roux familiers. Les yeux, cependant, les yeux étaient les mêmes, sombres et profonds, et indubitablement familiers. Le jeune Bigfoot a marché vers moi avec confiance, s'arrêtant à quelques pas seulement. Puis, le Bigfoot a fait quelque chose qui m'a immédiatement fait monter les larmes aux yeux. Une grande main a plongé dans sa fourrure et en a retiré une petite pierre gravée, similaire mais différente de celle que je portais toujours. La pierre m'a été tendue, offerte avec un geste que j'ai reconnu, le même geste que le grand-père avait utilisé toutes ces années auparavant. J'ai pris la pierre avec des mains tremblantes. Elle était chaude et lisse, gravée de symboles soignés. Un cadeau,
une continuation de notre lien, une façon de dire que le souvenir avait persisté à travers les années. J'ai plongé la main dans ma propre poche et j'en ai sorti la pierre originale qu'on m'avait donnée. Quand je l'ai brandie, les yeux du Bigfoot se sont visiblement écarquillés. Un son doux de surprise et de joie a émergé. La reconnaissance que j'avais gardé le cadeau, que je m'étais souvenu, que le lien était resté intact malgré le temps et la distance. Nous sommes restés là, dans la clairière, pendant un long moment, deux êtres de mondes différents et connectés par un univers d'extrême et de soins. Finalement, le Bigfoot s'est tourné pour partir, mais avant de disparaître entre les arbres, mon ancien petit s'est retourné et a levé une grande main. J'ai levé la mienne en retour, imitant le geste, la maintenant en l'air, alors que le Bigfoot s'évanouissait entre les troncs, comme une brume se dissipant dans la lumière du matin. Quand les gens me demandent maintenant si je crois au Bigfoot, je leur dis que je crois au mystère, aux choses qui existent au-delà de notre compréhension actuelle. Mais je ne leur parle jamais du jeune Bigfoot que j'ai trouvé mourant dans la neige cette nuit d'hiver. Certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées à tout le monde. Certaines expériences doivent rester protégées, à l'abri d'un monde qui ne comprendrait pas et qui pourrait bien détruire ce qu'il ne peut concevoir. La famille dans la forêt mérite son intimité. La meilleure chose que je puisse faire pour eux, la meilleure façon d'honorer ce qu'ils m'ont donné, est de garder leur secret. Mais je connais la vérité. Je sais que nous partageons ces montagnes avec des êtres d'une intelligence remarquable et d'une profonde capacité émotionnelle. Les pleurs dans la forêt cette nuit-là m'ont conduit à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a commencé comme un sauvetage est devenu une relation. Ce qui semblait être une fin est devenu un commencement. Et maintenant, des années plus tard, je porte toujours en moi la preuve de ce miracle. Un rappel que la compassion crée des liens plus forts que les barrières entre les espèces, que la gentillesse résonne à travers les années et les vies, que nous sommes capables de nous connecter avec des êtres dont nous n'avions jamais imaginé l'existence.